concrétiser cette envie. Aujourd'hui, pour tester donc ce micro, j'avais envie de vous faire une lecture chuchotée. Une lecture un peu particulière puisqu'il s'agit en réalité d'une histoire que j'écris depuis maintenant plusieurs années. Voilà, tout simplement. Je me suis beaucoup inspiré de Lewis Carroll par rapport à Alice au Pays des Merveilles ou même de l'autre côté du miroir. Et aussi de Saint-Exupéry pour Le Petit Prince. J'ai un peu créé ma version du Petit Prince à moi. Si on veut. Voilà. Si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Avant toute chose, il va sûrement y avoir un peu de bruit extérieur, comme c'est peut-être déjà le cas. J'ai déménagé dans un nouvel appartement, mais visiblement, j'ai choisi le seul appartement où les voisins sont... Comment dire? Voilà. Considérablement, tout le temps, en train de déménager. De jour comme de nuit. Ouais. Oui. Voilà. Il est minuit et demi, si vous voulez savoir l'heure exacte à laquelle je tourne cette vidéo. Voilà. Je m'excuse en tout cas pour le dérangement occasionné et j'espère qu'ils vont pas traverser le mur et arriver dans le salon au bout d'un moment. Mais bon, étant donné que cette chaîne n'est pas... Enfin voilà, je ne me prends pas entre guillemets au sérieux, je me permets voilà, de tester tout simplement. Quant à la qualité de la vidéo, la première fois on avait une bonne qualité, cette fois-ci c'est qualité téléphone. J'avais pas un bon son, maintenant normalement j'en ai un bon. Et cette fois-ci j'ai plus d'appareil photo. Bon, le nom de l'histoire, quelque chose de très basique, qui pour le moment, enfin voilà, c'est juste une idée, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné plus tôt. Je vous la donne quand même, ça devrait s'intituler Par-delà les étoiles. Je commence. Chapitre 1. Mon histoire débuta lors d'une nuit d'été. Je venais juste de fêter mon 6e anniversaire. Mes parents m'avaient offert une boîte de crayons de couleur, ce que je rêvais et demandais depuis des semaines, ainsi qu'un livre sur les étoiles. Déjà à cet âge-là, ma tête était plongée vers le ciel. J'étais un enfant rêveur et curieux du monde qui se trouvait au-dessus de lui. Ce soir-là donc, la lune était pleine. Les étoiles brillaient au firmament. Une légère brise venait caresser mon visage. Assis sur mon lit, je contemplais d'un œil aimant cet océan infini qui berçait mes nuits. Je cherchais du bout des doigts toutes les constellations, les étoiles, les planètes et autres astéroïdes que je reconnaissais. La grande ours était toujours la première que je remarquais. « Regarde, Doudou, papa a raison. Elle ressemble vraiment à une casserole. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être du poulet ou des légumes. Maman dit qu'il y a des brocolis à l'intérieur. Berg, j'aime pas ça. » À cette époque, je parlais énormément à mon compagnon cotonneux qui me servait d'ami. Et ça, c'est du verre qui se casse. À minuit et demi donc. Je reprends. À cette époque, je parlais énormément à mon compagnon cotonneux qui me servait d'ami. Doudou, un simple ours en peluche qui possédait une sorte de tache de vin au niveau du crâne. En y réfléchissant aujourd'hui, je crois que je n'ai jamais réellement su si c'était une tache de café ou autre chose. Il représentait beaucoup pour moi. Il était à la fois un ami et un confident. Tu vois, Doudou, cette étoile qui clignote là-haut, c'est un satellite. Durant cette période, le mot satellite n'arrivait pas à rentrer dans ma tête, comme le mot coquelicot
c'est des robots qui nous surveillent dans le ciel. Et si je fais une bêtise, ils enverront un message secret à papa pour qu'il nous gronde. Crois-moi, Doudou, il faut mieux qu'on fasse nos devoirs. Celui-là doit être énorme et très important. Regarde à quelle vitesse il clignote. Il grossit même. Doudou, tu as bien fait tes devoirs, hein? La peur montait en moi tandis que le satellite clignotait de plus en plus. Plus il brillait, plus il semblait grossir dans le ciel. Après un court instant, il parut si grand que je l'insérai mon ours en peluche, sans lâcher pour autant cette étrange chose déchue. Un bruit sourd se fit alors entendre à l'extérieur, puis plus rien. Le silence venait de retomber sur la maison. Je décida de prendre mon courage à deux mains et sortis ma tête hors de la fenêtre pour voir ce qui avait bien pu causer tout ce désordre. La ville dormait toujours. Ni hommes, ni animaux n'avaient été troublés durant cette nuit. Pourtant, je savais que j'avais vu et entendu quelque chose. Entendu, c'était peut-être finalement le bruit des voisins qu'il avait entendu ce soir-là. Je me devais de vérifier par moi-même. Le courage, toujours dans mes mains, je me leva et attrapa une veste en laine bleu marine, ornée d'étoiles jaunes criardes, bien trop grandes pour moi, que m'avait cousue ma grande tante, qui vivait à des centaines de kilomètres de chez moi. Pour être honnête, elle m'a toujours fait peur, cette tante. Mais il faut avouer que cette veste tenait bien chaud. Doudou, je te confie la chambre et la maison. Veille sur la famille. Armé de courage, de ce peignoir bien trop grand, et d'un foulard emprunté à mon père qui traînait sur le porte-manteau accroché au dos de ma porte, je me faufilai à travers la maison. D'ailleurs, heureusement que papa laissait toujours les clés sur la porte d'entrée. Sans ça, cette histoire aurait déjà touché à sa fin. Chapitre 2. La brise caressait mon visage. Des odeurs de barbecue virevoltaient ici et là au gré du vent. Il ne semblait pas être si tard que ça. La nuit venait seulement de tomber. Mais pour un petit garçon, cette heure était des plus tardives. La lune, quant à elle, brillait déjà de toute sa splendeur depuis plusieurs heures, chassant avec elle mes terreurs nocturnes et cette peur incommensurable de l'obscurité. Le silence perçait tout être vivant aux alentours. Le ululement lointain d'une chouette venait rythmer ce silence nocturne. Le jardin n'était pas très grand, suffisamment pour contenir un petit potager de fortune, à la fois magnifique et en étant de taille composition certain. Manque de main verte de la part de papa. On pouvait quand même y trouver quelques pieds de tomates et de melons. Mon pas était lourd et très peu rassuré. La peur grondait en moi, mais quelque chose me poussait à continuer mes recherches. J'étais persuadé d'avoir aperçu quelque chose s'écraser dans notre jardin. Pourtant, rien. Les minutes s'égrenaient lentement. Toujours plus lentement. Mon cœur, quant à lui, battait la chamade. Jamais auparavant je n'avais ressenti une telle pression, comme une ombre malfaisante planant sur mes épaules. Malgré la lumière réconfortante de la lune qui veillait sur moi, il était peut-être temps pour moi de rentrer. Après tout, c'était sûrement mon imagination. Marchant en direction de la porte d'entrée, la peur quittait doucement mon corps à mesure que les mètres qui me séparaient de ma chambre diminuaient. Qu'est-ce que j'avais bien pu voir? Une simple étoile filante.
Des envahisseurs. Tant de questions qui tournaient dans ma tête. Je restais fiché sur place à la suite de ces dernières pensées. L'esprit embrumé, la chair de poule au corps et le cœur serré. J'arrivais enfin sur le perron de la porte d'entrée, non content de voir la fin de ce périple. Ma main était enfin sur la poignée, lorsqu'une voix se fit entendre derrière mon épaule. S'il te plaît, tu veux bien m'aider? Une faible lueur semblait rayonner derrière moi. Une nouvelle vague de frissons traversa mon corps. La voix cristalline retentit à nouveau. S'il te plaît. Ma main tremblait sur la poignée de la porte. La peur me paralysait. Mes jambes, elles, ne cessaient de s'agiter. Je ne te veux pas de mal, petit garçon. Tu peux te retourner. J'ai besoin de ton aide. Regarde-moi. La lueur qu'émettait la chose qui se trouvait derrière moi semblait doucement s'atténuer. Sans me retourner, je pris la parole, non sans difficulté. Les mots hachés tentèrent de former des phrases audibles. Mon papa et ma maman m'ont toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Dis-moi la vérité. Tu es une méchante qui veut conquérir le monde. Mais tu n'as pas d'accent russe pourtant. Un silence de plomb sembla s'installer entre nous. Une quoi? Absolument pas. Je me suis écrasé dans ton jardin en tentant de fuir ma maison pour échapper à un monstre. Je ne sais pas s'il était russe, comme tu le dis, mais cette chose était méchante. Je t'en prie, tu dois m'aider. Nous allons entamer le chapitre 3. Encore une fois, je m'excuse pour le désordre et la gêne occasionnée par mes chers voisins. Bienvenue. Bref. Chapitre 3. Ah, ce sera notre dernier chapitre. Chapitre 3 donc. Elle avançait d'un pas ferme et décidé à travers cette épaisse forêt qui paraissait pour moi effrayante et sans fin. Je traînais la patte derrière elle. Je levais la tête pour apercevoir le ciel et toutes ces étoiles dont je me posais maintenant un nombre incalculable de questions. Après son discours, j'avais donc décidé de la suivre, aveuglément. Mais les arbres montaient si haut et leur feuillage était si dense qu'aucune lueur ne pénétrait à travers. Ma seule lumière était celle de mon guide qui avançait de plus en plus vite. Attends-moi, étoile, j'ai un peu peur dans le noir. Car oui, la chose qui m'avait demandé son aide ce soir-là n'était autre qu'une petite étoile. Du nom de Stella. Stella avait tenté de fuir son village. Elle vivait si haut dans le ciel. Elle brillait pour moi tous les soirs depuis déjà des années. Jamais auparavant je ne l'avais aperçue. Jusqu'à ce soir. Elle se retourna, s'arrêta pour me laisser atteindre son niveau. Sans un mot, elle attrapa ma main. Bizarrement, après toutes ces années, je me souviens encore de cette sensation de chaleur traversant mon corps, à l'instant même où elle me serra la main. Apaisé et rassuré, nous continuâmes de nous engouffrer dans cette masse verdâtre. Des frissons traversaient mon corps à chaque fois que j'écrasais une branche morte. Aucun des nombreux petits habitants de ces lieux passait un peu trop près de ma jambe. Tu ne risques rien, crois-moi. Je suis là. Je suis là. Et une chaleur réconfortante traversa à nouveau mon corps. Je vous assure
Si vous pouviez ne serait-ce qu'un instant imaginer la sensation si agréable que prodiguait cette étoile à ces moments, vous passeriez vos nuits à guetter le ciel, dans l'espoir de voir tomber une de ces étoiles pour connaître cette sensation. Après un moment qui me parut interminable, nous atterrîmes sur une clairière où se trouvait une drôle de petite maison. Vue de l'extérieur, elle semblait difforme, toute biscornue, sans réelle structure, ni carrée, ni rectangulaire, aucune forme géométrique connue d'ailleurs. Il n'y avait aucune fenêtre, ou rien de semblable qui aurait pu permettre de laisser passer la lumière. Je me retrouvais à me demander si cette personne n'était pas une sorcière ou un des affreux monstres que l'on trouvait dans les livres de grandes personnes. Cette idée ne me rassura aucunement. Même le toit lui-même posait problème. Il était tout simplement à l'envers. Imaginez juste un triangle. Mais retournez. Et voilà, vous avez le toit de cette maison. Oh, que vous ne me croyez ou non, cela m'est égal. Je vous assure, c'était la vérité. Dites ça à des grandes personnes et voyez leur réaction. Si elles vous croient, c'est qu'un enfant sommeille encore en eux. Sinon, ils sont déjà adultes. Mais laissons le toit de côté. Revenons à la maison en elle-même. Pour parler un peu plus de la maison, il ne faut pas oublier qu'un énorme vacarme sans nom se dégageait de cette maison. Des bruits de ferraille, des cliquetis, des rouages qui s'entrechoquaient, un concert de faux accords. La personne qui vit ici n'est pas des plus discrètes. Heureusement qu'il n'y a pas de voisins dans les parages. Maman dit toujours qu'il ne faut pas faire trop de bruit pour ne pas déranger les voisins. Et maintenant que je lis ça, je me dis que déjà à l'époque, j'avais dû me douter du bazar, pour rester poli, qui allait avoir derrière moi. Ma blague fit rire mon ami. Et pas que mon ami, visiblement. Je sentis à ce moment-là le rouge monter sur mes joues. Et je me mis à rire aussi. Nous devrions entrer pour te montrer notre chemin, me proposa Stella. Arrivés devant la porte, nous fûmes toutes surpris par ce morceau de bois gravé qui faisait office de porte. Après réflexion, cette dernière n'était pas si différente du reste de la maison. On dirait une sorte d'horloge. Regarde, il y a même des chiffres et des aiguilles incrustés au centre du cadran. Et elles affichent 12h27. C'est bizarre. Je ne pouvais être qu'en accord avec elle. Par fierté, je ne voulais pas lui avouer que je ne savais pas lire l'heure sur les cadrans. La maîtresse de l'école n'avait pas encore abordé le sujet. Mais je fis mine en imitant la posture de papa lorsqu'il réfléchit, quand il est en face d'une grande personne. Cette porte me faisait étrangement penser à la grande horloge qui trônait fièrement chez ma grand-mère et qui faisait un bruit sourd qui résonnait dans toute la maison à chaque fois qu'une heure passait. Elle tenta de pousser la porte, mais rien ne bougea. Elle réessaya avec toutes ses forces, mais toujours rien. Je décida de l'aider. Peut-être qu'à nous deux, cette porte allait enfin s'ouvrir. Je me trompais. Je regardais à nouveau le cadran sur la porte. Il semblait avoir bougé. Il y avait au moins quelque chose qui bouge. J'ai cette fichue porte, me dis-je. Regarde, me cria l'astre. L'heure, elle affiche maintenant 9h42. C'est bizarre. Pourquoi cette porte s'amuserait-elle avec les visiteurs? Oh, attends. J'ai une idée. Ses yeux s'écarquillèrent soudain, comme s'il venait d'avoir
une révélation. Ce fut vite mon tour. Pas pour la même raison. Je restais sans voix un court instant devant cette porte qui venait soudainement de s'ouvrir. Mais comment? C'était pourtant simple. La porte est une énigme qu'il faut savoir résoudre. Et pour cela, il suffisait de tracer à l'aide des aiguilles l'heure actuelle. Simple. Bouche bée. Je restais bouche bée. Si tu le dis, mais tu connais l'heure exacte? Voyons, je suis une étoile. Je connais l'heure exacte à chaque instant du jour, comme de la nuit. À nouveau, le silence s'empara de mon corps. Tout cela dépassait beaucoup trop la connaissance d'un enfant. Une nouvelle question venait de glisser dans ma déjà trop longue liste de questions à propos des étoiles. Elle me fit d'un clin d'œil qui continua de creuser mon silence. Elle entra dans la maison. Je m'empressai de lui emboîter le pas pour ne pas rester seul devant cette porte qui venait soudainement de se refermer. La porte claqua si violemment qu'elle fit trembler tous les murs de la maison. Ce tremblement causa un immense désordre dans la masure. Une cacophonie venait d'éclater. J'eus à peine le temps de poser mes mains sur mes oreilles que j'aperçus ce qui provoquait tout ce refus. Des horloges. Les murs étaient couverts d'horloges en tout genre. En bois, en fer, en bronze, en argent, et même en or, pour certaines. D'autres étaient sertis de pierres précieuses. On retrouvait même des pendules, tous différents, des montres de toute taille. Il y en avait absolument partout, et pour tous les goûts. Si bien qu'elles étaient toutes mises à rugir en même temps. Imaginez un peu le brouhaha dans cette pièce. Imaginez. Des sabliers étaient positionnés ici et là sur les armoires, les étagères et les autres meubles de la maison. Le lit était à peine visible, couvert par tous ces objets. Une pensée me traversa alors, malgré le bruit assourdissant. Le toit. Ce toit qui paraissait inversé de l'extérieur n'était tout simplement pas présent à l'intérieur. Non. Une immense vitre servait à la fois de source de lumière et de plafond à la maison. Le clair de lune inondait la pièce d'une lueur à la fois paisible et sereine. Aucune source de lumière autre que celle du ciel venait réchauffer la maison ce soir-là. Je me trouva étonné d'y voir comme en plein jour. Au petit matin, le soleil devait baigner de lumière et de chaleur toute cette pauvre bâtisse, tout en indiquant une énième fois l'heure. En effet, le sol de la maison représentait un cadran solaire gigantesque. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à celui que papa avait construit de ses mains et installé l'été précédent dans le jardin. Il en était si fier. Malgré la panique qui vibrait en moi, ce souvenir me donna le sourire. Le cadran de mon père était bien plus beau que celui de cette maison. Facile en même temps. Il manquait une aiguille à ce cadran. Quoi de plus étonnant pour un bâtiment déjà bien étrange. Ah si, s'écria un vieil homme en sautant de sa chaise de bureau. Et le bruit se tut. Un silence lourd venait de tomber sur la salle. Je regardais cet homme qui se tenait face à nous, l'air songeur, au milieu de la pièce, en l'endroit exact où il manquait une aiguille pour le cadran. L'ombre d'une aiguille apparut alors sous les rayons de la lune. Le cadran affichait 22 heures passées. Du moins, je le supposais. Le vieil homme était grand, très grand, mais courbé, sûrement par le poids du temps qui régnait en maître dans cette pièce, et très fin aussi. Il possédait une très longue barbe grisâtre qui tombait sur le sol, dont ses pieds en piétinaient une bonne partie. Il portait d'étranges lunettes. Ce n'étaient pas réellement des lunettes, mais des rouages, des engrenages d'horloge dotés de verre. C'étaient sûrement des lunettes artisanales. Derrière ces lunettes paraissaient deux yeux totalement différents. Celui de droite semblait énorme, tandis que celui de gauche était à peine
sur sa barbe. Trébuchait-il souvent? Ces idées me firent rire et j'eus moins peur. Stella semblait avoir pensé la même chose que moi. Elle sourit, elle aussi. L'homme nous dévisagea et se mit à rire aux éclats. Eh bien, mes enfants, quelle entrée fracassante vous venez de faire là. Soyez les bienvenus chez moi. Je vous en prie, venez vous asseoir. Et ne faites pas attention au désordre. Je suis débordé. Et j'aimerais ne pas avoir le temps de tout garder en ordre. Je suis parfois en retard sur mon programme. Il ria à nouveau, tout en nous tirant 2 chaises qu'il installa près de son bureau. Excusez-nous pour cette entrée, monsieur. Monsieur, demanda la petite Astre, curieuse et rassurée devant cet homme qui paraissait à présent chaleureux. Toc toc, l'horloger toc toc le toquet. Non, attendez. Tic tac, pardon. Mes amis m'appellent Tic et mes ennemis Tac. Ou alors est-ce l'inverse? Je ne me souviens plus. Bref, passons. Il se gratta la tête tout en regardant d'un air perplexe sa montre qui chicotait à son poignet. Ni de tic, ni de tac. Déréglé, encore une fois. Bon sang, stupide montre suisse. Ce n'est plus ce que c'était. Aiguille, apporte-moi mon marteau et un sirop d'érable. Un oiseau vint se poser sur l'épaule du vieil homme. Il tint dans ses serres 2 objets. Dans l'une d'elles, un petit marteau. Et dans l'autre, une fiole qui semblait contenir exactement du sirop d'érable. Ce sirop fit gronder mon ventre. Maman avait pour habitude de verser du sirop d'érable sur mes crêpes le matin. Et même s'il était tard dans la nuit, cette aventure commençait à m'ouvrir l'appétit. Les enfants, je vous présente Aiguille, mon fidèle associé, massa-t-il en martelant à maintes reprises la montre pour tenter de la réparer. Je suppose. Votre associé est un oiseau? Lui demandai-je, abasourdi. Je suis un coucou, jeune homme, pas un oiseau. Je perdis l'équilibre et me retrouva les fesses au sol. L'homme badigeonna la montre de sirop d'érable et se mit alors à croquer. Excellente comme toujours. Je dois avouer, les montres suisses ne sont peut-être plus aussi résistantes qu'avant, mais elles sont toujours aussi craquantes et fondantes en bouche. Une fois bien écrasées, et lorsqu'on y ajoute une pointe de sirop d'érable, on assiste à un feu d'artifice en bouche. Il croqua la montre et se mit soudainement à rire aux éclats, tout en me tendant une main pour me relever. À cet instant, l'homme qui me donnait cette main parut soudainement bien plus jeune, moins courbé, plus élégant. La barbe avait disparu pour laisser place à une moustache brune délicate et un léger bouc qui affinait son menton. Ton ami est une étoile, et tu t'étonnes devant un coucou qui parle, et un vieil homme qui dévore le temps. Le temps est un excellent nutriment pour la vie contre la vieillesse, mon enfant. Crois-moi, il y a beaucoup de choses que tu ignores dans ce monde. En y réfléchissant bien, c'est vrai qu'il n'eut pas l'air étonné à la vue de cette petite étoile qui accompagnait un jeune garçon. Habillé, encore une fois, d'un peignoir à étoile bleue bien trop grand pour lui. Cet homme était vraiment très étrange. Monsieur Tic Tac, monsieur l'horloger, mon ami et moi n'avons pas le temps de bavarder. Nous venons juste vous demander notre chemin. Le temps presse. Le temps, dis-tu? L'homme replaça délicatement ses lunettes sur son nez. Mais vous avez tout le temps que vous pouvez désirer ici. Je me nourris du temps. Certains croient que la vie a plein de temps. Moi je crois que le temps a pleine vie. Oui, mon enfant, cette maison est le cœur même du temps. Passé et présent. Mais je refuse de toucher au futur. Ça non. La vie n'aurait plus qu'un goût amer si on connaissait la fin avant de la vivre. Tu ne crois pas? C'est exactement pareil pour les livres et les films. Je suis au courant d'événements qui se sont un jour produits et qui se produisent actuellement dans ce monde et dans d'autres. Mais jamais je n'irai plus loin. Tu m'entends? Jamais. Il croqua à nouveau la montre. Les autres, demandai-je. L'homme qui se tenait devant moi portait maintenant le visage d'un adolescent d'une vingtaine d'années, pur et sans imperfection, le visage lisse et magnifique, et magnifiquement bien coiffé. Il rayonnait de beauté. Décidément, petit, il faudrait que j'aie une conversation avec tes parents. Et il avala cette fois le restant de la montre. L'adolescent était à présent un enfant un peu plus âgé que moi à cette époque, les cheveux d'un blond doré
rosés par l'innocence et les yeux d'un bleu roi qui m'ont encore aujourd'hui. Il se tourna alors en direction de Stella. Petite, je sais pourquoi tu es ici. Je l'ai vue, il y a bien longtemps, lorsque je m'amusais encore à jeter mon regard dans l'avenir. J'étais là, lorsque le sablier se retourna pour la première fois et que l'homme inventa la notion d'heure. J'étais là aussi, lorsque tu es descendu de ton monde pour venir dans le nôtre, et j'espère être encore là pour te voir retrouver les tiens et ramener la lumière en ce monde. Mais je ne peux te renvoyer de là où tu viens. Toutefois, il existe un homme qui lui le peut, un homme puissant qui a la tête plongée dans les songes depuis des longues années. On l'appelle l'astronome. L'astronome. C'est un tisseur de rêves. De rêves. Je ne sais pas où il vit, mais je connais une personne qui pourra t'aider. Voilà. J'aurais pu continuer encore un peu, mais je pense que c'est une bonne fin pour le moment. Voilà. Ceci conclut ma deuxième vidéo. Encore une fois, une énième fois, je tenais à m'excuser pour le, disons, le bruit incessant.